Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Aurore Berger. Bonjour. On va évidemment longuement revenir sur la déclaration de politique générale de François Bayrou. 1h30 et le PS qui à l'issue menace toujours de voter la censure. Est-ce que le Premier ministre a raté son grand oral ? Non, je ne crois pas, parce que je pense que l'objectif d'une déclaration de politique générale, c'est, comme son nom l'indique, de fixer des grandes orientations et de fixer un cadre. Et il a fixé un cadre, et je crois qu'il faut que chacun mesure, puisque tout le monde focalise sur la question des retraites, donc j'y viens tout de suite, chacun mesure quand même ce que ça suppose et ce que ça signifie pour nous de dire tout est sur la table. Moi, j'étais présidente de groupe à l'Assemblée nationale au moment où on a porté la réforme des retraites, parce qu'on y croit. Ça a été un climat extrêmement tendu, extrêmement difficile. Assumer de dire, nous, ancienne majorité présidentielle, tout est ouvert, sans totem, sans tabou, ça s'appelle une véritable concession et de donner la main à 100% aux partenaires sociaux. Donc je pense qu'il faut que chacun mesure l'effort qui est le nôtre. Donc vous êtes allé au maximum du compromis pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de dire à 100%, on rend la main aux organisations syndicales et patronales. S'ils trouvent un accord, on le met en œuvre. Et donc, sans totem ni tabou par rapport à la réforme que nous avions conduite, avec en effet une ligne rouge absolue, ça c'est vrai, et c'est légitime, qui est la soutenabilité financière. Parce que sinon, on peut tout écrire, si à la fin on ne sait pas le financer, c'est un sujet. Donc moi, je pense qu'il faut faire confiance aux organisations. Ce que vous demandez les socialistes, c'est dans l'attente des conclusions de ce conclave qui va se réunir donc à partir de vendredi, c'est de suspendre la réforme. Et ça, le mot n'a pas été présenté. Et Olivier Faure avait dit, mais nous, il faut bien qu'on rentre avec des victoires chez nous pour faire accepter le fait qu'on ne censure pas le gouvernement. Oui, mais je pense que c'est sincèrement une victoire, parce que c'est sincèrement une concession pour nous que de dire on est prêt à tout remettre sur la table. Donc ça veut dire à tout remettre en cause si les organisations syndicales et patronales trouvent un meilleur accord que ce que nous-mêmes nous avions. Mais là, le problème, c'est qu'il y a quand même des chances qu'ils ne le trouvent pas, l'accord. Oui, mais enfin, on ne peut pas parier sur l'échec. Puis je trouverais ça quand même un peu étonnant que la gauche dise dès maintenant, d'emblée, aux organisations syndicales, de toute façon, vous allez échouer, donc à nous de prendre la main. Dans toutes les démocraties matures, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est les organisations syndicales et patronales qui négocient, qui discutent, et ensuite, comme elles ont trouvé des accords, parce qu'elles y arrivent, alors ça veut dire qu'on le transpose. Et récemment, elles ont trouvé des accords, justement, sur la question de l'emploi des seniors. Donc, ça veut dire que c'est possible de leur faire confiance. Il y a une question qui reste en suspens, on n'a pas très bien compris dans le discours de François Bayrou hier. Il veut réunir une délégation permanente avec, d'un côté, les représentants des organisations syndicales, et on ne sait pas qui de l'autre côté. Est-ce que vous y voyez plus clair, vous ? Je pense qu'il aura l'occasion au Sénat, aujourd'hui, de clarifier un certain nombre de points, notamment sur justement le cadrage, le process qu'il met en place. Ce qui est très clair, c'est le calendrier. On n'attend pas, on ne tergiverse pas. C'est dès vendredi que le conclave se réunira, sur la base aussi de chiffres indiscutables, parce que vous vous souvenez quand même des débats qu'on avait eus au moment de la réforme, où finalement les chiffres n'étaient pas les mêmes. Donc là, à un moment, il faut objectiver les choses. Il n'y a rien de mieux que la Cour des comptes, qui est quand même totalement indépendante du gouvernement, des partis politiques, pour dire voilà l'état des chiffres, et voilà aujourd'hui, pour que ce soit soutenable, ce qu'il faut trouver comme moyen budgétaire nouveau. Donc ça, des chiffres que personne ne discute, un calendrier très court. Là encore, on aurait pu dire, attendez, on va gagner du temps, on verra dans 6 mois, on donne une clause de revoyure à les fin juillet, septembre. Non, c'est avant l'été, c'est 3 mois. Et c'est donner la main aux partenaires sociaux. Est-ce que ça veut dire déjà... Je comprends votre question et je pense qu'il aura l'occasion de clarifier. Il y a 2 questions. Est-ce que ça veut dire, 1, que la réforme Borne ne garantit pas la soutenabilité financière du régime ? Alors, on a toujours dit que c'était une réforme qui était nécessaire. Moi, je l'ai défendue bec et ongle, donc je ne vais pas dire l'inverse ce matin, mais qu'elle la garantissait sur une période. On le voit bien, on le sait bien, et d'ailleurs les chiffres ont été rappelés par le Premier ministre hier. Ce qui est certain, quand on parle beaucoup de la dette quand même, et heureusement d'ailleurs qu'on en parle, la moitié de cette dette, c'est notre système de retraite. Donc ça veut dire que sans réforme, suspension par exemple de la réforme, vous aggravez d'autant la dette générale de notre pays. Et ça, je pense que c'est juste inacceptable, en fait, qu'en permanence, on fasse peser ce poids-là. On ne peut pas d'un côté nous dire « vous avez créé trop de dettes », mais dans l'autre, surtout, ne faites rien sur les retraites, revenez à 62 ans, à 60 ans, et peu importe la soutenabilité du régime. C'est quand même totalement incohérent. Donc, pas de tabou, on est prêt à tout remettre sur la table. Y compris les 64 ans. De facto. De facto, on dit, et ça me fait pas quelque part plaisir de vous le dire, si je suis honnête et sincère, parce que moi, j'ai porté cette réforme, et que j'y crois, qu'on s'est senti un peu seul pour la porter, et qu'on l'a pas fait
pour se faire plaisir. On l'a fait parce qu'on pense qu'elle était absolument nécessaire. Mais s'il y a une autre solution qui peut être trouvée, qui est plus consensuelle dans le pays, qui est consensuelle entre les organisations syndicales et patronales et qui garantit la soutenabilité, eh bien, allons-y. Mais ça veut dire que vous, si les partenaires sociaux se mettent d'accord sur il n'y a pas d'âge légal à 64 ans, vous voterez ça? Mais de toute façon, c'est l'engagement que le Premier ministre a pris. Donc moi, je suis solidaire du Premier ministre puisque je suis membre de son gouvernement. Enfin, l'engagement, c'est de mettre la loi au Parlement. C'est pas de garantir que tout le monde va la voter. Ça, après, chaque parlementaire est libre, évidemment. Mais vous le voterez. Mais je pense que, en fait, Et le groupe Renaissance, Ensemble pour la République, il faut être cohérent. C'est-à-dire, si on dit on donne la main aux organisations syndicales et patronales, il ne faut pas miser sur leur échec. Ça, c'est ce que je dis à la gauche. Ne misez pas dès maintenant sur leur échec alors qu'ils n'ont même pas pu encore se réunir et que c'est vendredi. Deux, nous dire par anticipation, si la mouture finale ne nous convient pas, alors nous, on ne votera pas. Parce que là, donc il y a garantie que le groupe Ensemble pour la République le votera. Syndicales. Et l'autre question, c'est ce que demandent maintenant les socialistes, c'est vous n'êtes pas prêts à dire, quelle que soit l'issue de ce conclave, le texte ira au Parlement et c'est au Parlement de trancher. Ah ben, c'est ce qui a été dit par le Premier ministre. Non, ça veut dire s'il n'y a pas d'accord. Olivier Faure, il dit même s'il n'y a pas d'accord, il faut que ce soit le Parlement qui tranche. Oui, mais encore une fois, pourquoi il parie d'emblée sur le fait qu'ils ne vont pas réussir? Je vois que dans une période très récente, sous le précédent gouvernement, pour le coup de Michel Barnier, ils ont réussi à avoir un accord, je crois, important entre les organisations syndicales et patronales. Donc ça veut dire que c'est possible. Ou alors, dans ces cas-là, il ne faut pas leur donner la main et on se dit que tout se passe au Parlement. Et on voit bien les difficultés que ça pourrait représenter, évidemment, vu la composition. Donc vous n'êtes pas prêt à accéder à la dernière demande du PS? Écoutez, en fait, moi, que je ne comprends pas, c'est... Enfin, à un moment, il faut que personne ne fasse semblant, quoi. Donc, encore une fois, on ne fait pas semblant en disant tout est sur la table. Et ça veut dire que, quelle que soit la mouture, si elle est consensuelle entre les organisations syndicales et patronales, eh bien, on prend acte, nos gouvernements, de la reprendre, de la mettre en débat au Parlement. Et donc, il ne faut pas piéger les organisations, de la soutenir. Et de la même manière, il ne faut pas dire, écoutez, on va parier sur l'échec parce que ça nous arrangerait qu'il y ait un échec. Donc, je pense que voilà, les Français sont suffisamment en attente de ce qui peut se passer, parce qu'à force, ça fait peser à nouveau de l'incertitude, du doute, de savoir quel va être l'âge de départ, pas l'âge de départ, est-ce que ça va être repoussé, réavancé, quel va être le niveau de leur pension, parce qu'à la fin, il y a aussi tous ceux qui sont déjà retraités, qui nous écoutent, qui disent « Attendez, vous allez quand même pas remettre en jeu le fait qu'on puisse tout simplement payer nos pensions de retraite ». Donc ça, on le dit. Il faut que ce soit soutenable, évidemment, financièrement. Est-ce que c'est pas compliqué pour les socialistes? Vous leur dites, ils vous demandaient une suspension de la réforme, vous dites non. Ils vous demandent de soumettre un nouveau texte, au Parlement, vous leur dites non. Est-ce que c'est pas compliqué à expliquer à leurs électeurs? Moi, je pense que expliquer aux Français, pas juste à des électeurs, mais expliquer aux Français qu'encore une fois, ce sont les partenaires sociaux qui ont 3 mois, pas 6 mois, pas 1 an, 3 mois, pour trouver une alternative qui soit plus consensuelle dans le pays, qui soit soutenable financièrement, et qui, si elle est trouvée avec l'engagement du Premier ministre, sera immédiatement discutée au Parlement, je crois que c'est très clair et que c'est très fort de notre part que de le faire. Parce que le Premier ministre aurait pu dire de toute façon, nous, on tient à la réforme et on ne bougera pas. Et c'est vrai que nous, on y tient à cette réforme puisqu'on l'a portée. Donc on fait une concession qui est quand même très conséquente. Il y a d'autres avancées aussi. Il y avait une demande très forte sur la question de l'hôpital. L'ONDAM, c'est-à-dire les moyens financiers qui sont accordés à notre système hospitalier, vont encore être revus à la hausse. Là aussi. Ça, c'est compatible avec l'exigence de baisse des dépenses publiques? Alors, il y a des éléments de baisse de la dépense publique que l'on poursuit, notamment sur à la fois des rendements fiscaux, vous l'avez vu, sur les très hauts patrimoines, sur un certain nombre de très grandes entreprises, sur la question des allègements de charges. Donc, tout n'est pas à jeter de la copie telle qu'elle avait été présentée évidemment par le précédent gouvernement. Des mesures d'économie très claires qui sont demandées sur le train de vie de l'État. Il a parlé aussi du volet immobilier de l'État, mais ce qui n'est pas un petit sujet, ce n'est pas quelques milliers d'euros d'économie. Donc ça veut dire qu'on va tous faire des efforts. Tous les membres du gouvernement, là on doit rendre notre copie, sont invités à faire des efforts budgétaires sur leur propre budget. Aussi parce que malheureusement on a perdu 2 mois. Comme il y a eu la censure, on n'a pas pu lancer... Et comment vous allez le faire dans votre ministère, vous, par exemple? On est en train de regarder sujet par sujet, subvention par subvention. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une ligne rouge. C'est que, évidemment, sur la question de la lutte contre les violences, il était hors de question qu'on baisse le budget. Et ça a été immédiatement, évidemment, entendu. Donc, je ne suis pas du tout inquiète sur ce volet-là. Mais par contre, je pense que c'est légitime que tous, on fasse ce travail de vérification presque ligne à ligne pour savoir quelles sont les économies qui sont possibles. Et puis, c'est aussi de dire aux Français que la censure, elle a un coût. Parce que moi, typiquement, si j'avais été ministre avec un budget voté,
J'aurais pu immédiatement lancer des appels à projets pour les associations qui les attendent, de soutien des collectivités. Mais là, tout est décalé. Tout est décalé parce que nous n'avons pas de budget, parce que je ne sais pas dans quel cadre je m'inscris et que j'espère qu'enfin, au 1er mars, au 15 mars, on en aura. Et risque d'être décalé à nouveau, puisque les socialistes font à nouveau peser la menace d'une censure. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé entre avant-hier soir, où les socialistes sortent d'une réunion avec François Bayrou plutôt contents, en laissant entendre qu'ils ont trouvé un accord, et hier, où ils disent finalement on va peut-être censurer? Il faut demander au Parti socialiste. Je pense qu'il y a aussi des enjeux internes du Parti socialiste peut-être qui pèsent sur les décisions. François Bayrou n'a pas fait marche arrière par rapport aux promesses qu'il a pu leur faire la veille? Non. Il n'y a pas eu de machin. Et puis, c'est pas comme ça que le Premier ministre travaille et fonctionne. Il a été transparent avec eux et il a dit ce qu'il leur avait promis et garanti, encore une fois, que ce soit sur les retraites, on en a longuement parlé, que ce soit sur l'hôpital, que ce soit sur les enjeux de fiscalité, de justice fiscale. Donc, on ne triche pas, on ne peut pas jouer à ça. En fait. Donc, personne ne joue, parce qu'à un moment, très sincèrement, si à nouveau là, on a un gouvernement censuré, la question, elle n'est pas qu'il y ait un nouveau gouvernement. La question, c'est que si on est censuré sur un budget, mais c'est vraiment rendez-vous en terrain inconnu. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le pays, sincèrement, si à nouveau là, on n'a pas de budget. Je ne sais pas ce que je dis aux collectivités territoriales. Je ne sais pas ce que je dis à toutes celles et ceux qui attendent que les projets puissent être financés et soutenus. Je ne sais pas ce que je dis aux Français sur la question de la dette et de l'explosion des taux d'intérêt que nous aurons si à nouveau on n'a pas de budget. Donc oui, il faut qu'on fasse des concessions et des compromis. Vraiment et sincèrement, moi, ça me coûte de venir ce matin et de dire que tout est sur la table sur la réforme. Parce que justement, entre cette dernière réunion entre le Premier ministre et le Parti socialiste, François Bayrou a rencontré Emmanuel Macron. Est-ce que lui est prêt à remettre en question sa réforme des retraites? On sait qu'il y tient beaucoup. Mais évidemment qu'on y tient. Enfin, évidemment, on ne peut pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que c'est une réforme sur laquelle le président Est-ce que cette marche arrière, elle a été demandée par le président de la République? Mais il n'y a pas eu de machine arrière. Je ne pense pas que le Premier ministre ait jamais envisagé de dire voilà, la réforme des retraites, ce sera un nouveau projet de loi et puis ce sera ça. Parce que ce n'est pas sa méthode. Sa méthode, c'est une méthode d'association, de consultation. Non, mais il laissait entendre qu'elle pouvait être gelée quelque temps. Moi, ce que je sais, c'est que quand le Premier ministre a été nommé, il a tout de suite dit de manière assez claire reprendre sans suspendre. Il l'a dit d'entrée de jeu quand il a été nommé. Donc, il n'a pas varié de cette ligne-là. Par contre, reprendre, c'est pas dire, écoutez, on va juste reprendre à la marge et faire quelques aménagements, et c'est nous qui allons décider des aménagements. C'est de dire, on donne la main à 100% aux partenaires sociaux, et on ne leur donne pas un cadre figé en disant, voilà, il n'y a que tel ou tel sujet sur lesquels vous avez le droit de retravailler. Non, vous avez le droit de reprendre la réforme à la racine. Et vraiment, sincèrement, oui, ça coûte pour nous qui avons porté et défendu cette réforme, qui avons été beaucoup attaqués pour l'avoir portée, de le dire et de le faire, mais on a la nécessité de trouver des compromis. Parce que sinon, il n'y aura pas de budget pour ce pays. Et s'il n'y a pas de budget pour ce pays, on arrive dans un no man's land dont personne ne mesure les conséquences. Donc il faut que chacun accepte de faire un pas. Les compromis, ça coûte. Il faut que chacun accepte que ça lui coûte un peu. Aujourd'hui, la pression est très forte sur les socialistes. On a entendu les mots de Jean-Luc Mélenchon hier, qui menace d'envoyer des candidats LFI. C'est la première fois qu'il les menace. Là, la menace est vraiment très, très lourde, surtout en cas de nouvelle dissolution au mois de juin. Quelle main tendue vous pourriez leur adresser pour qu'ils finissent par soutenir le gouvernement? Mais moi, ce que je dis au Parti, c'est... Est-ce que vraiment on a envie de vivre avec des partenaires qui nous menacent? Est-ce qu'on vit sous le même toit que quelqu'un qui nous menace? Parce que c'est ça à la fin. En fait. Il risque surtout de ne plus avoir de députés en cas de dissolution. Non, mais c'est des insultes qu'ils subissent de manière récurrente. C'est des menaces qu'ils subissent de manière récurrente. Enfin, nous aussi, on est dans une logique depuis 2017 où on a des partenaires. Renaissance, le Modem, Horizon. On n'a jamais eu de menaces mutuelles entre nous. On n'a jamais fonctionné comme ça. On a pu assumer des nuances, voire des désaccords. Mais on n'a jamais fonctionné de cette manière-là. Et moi, je ne vois pas comment le Parti socialiste, 1, peut continuer à accepter de se faire insulter et menacer, 2, peut continuer à accepter que systématiquement, des nouvelles lignes rouges soient franchies. J'entendais encore hier soir un député de la France Insoumise il réévoquait la question de l'antisémitisme en disant qu'en gros, on parlait trop d'antisémitisme dans le pays, que ces personnes-là, je cite, ciblant les propriétaires de médias, parlaient trop d'antisémitisme et qu'accessoirement, en fait, ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de faits d'antisémitisme et que c'était des faits inventés. C'est grave quand on voit et quand on sait dans notre pays ce que vivent beaucoup trop de nos compatriotes juifs qui vivent malheureusement dans la peur depuis le 7 octobre de l'année il y a 2 ans, à un moment, est-ce qu'on veut vivre avec ces partenaires-là?
Est-ce qu'on veut que ces lignes rouges soient franchies et qu'elles n'aient jamais de conséquences avec LFI? Mais je pense que, encore une fois, ils sont sortis des élections européennes avec un candidat qui, quelque part, nous a fait un peu de tort, parce qu'il a fait un bon score. Et parce qu'il a réussi, je trouve, à avoir une gauche qui était une gauche républicaine, qui était laïque, qui était universaliste, qui était européenne. Voilà, moi, je préfère avoir des concurrents sérieux, mais totalement républicains, plutôt que des concurrents qui, en permanence, s'affranchissent du cadre. Et c'est aussi une vraie question pour le Parti socialiste. Regardez ici les sénateurs, ce sont les premiers à se féliciter que la France insoumise n'ait pas de siège au Sénat. Et d'avoir tout fait d'ailleurs pour que ce soit le cas. Donc je le dis plutôt aux députés, oui, affranchissez-vous. Peut-être que ça coûtera électoralement, je ne sais pas. C'est pas mon problème, en fait. Moi, ce que je sais, c'est quelles concessions, quels compromis on est prêt à mettre sur la table pour justifier aussi que le Parti socialiste puisse ne pas censurer. Ça, c'est normal. Ça s'appelle du compromis. Il faut que chacun accepte que ça lui coûte. Mais après, oui, je crois qu'il faut qu'ils arrivent à sortir de cette soumission à Jean-Luc Mélenchon qui ne peut pas en permanence tweeter des insultes et des menaces. Dans ce que vous réclamez, le Parti socialiste, il y avait le maintien des 4000 postes de profs qui devaient être supprimés dans le budget Barnier. François Bayrou n'a pas été très clair sur le sujet. Est-ce qu'il faut leur accorder ce point ou pas? Moi, je pense que ce qu'il faut garantir, c'est le niveau d'enseignement et la qualité, évidemment, de ce niveau d'enseignement. Mais pas le nombre de postes. Enfants, et que dans chaque classe, il y ait évidemment, ce qui est la moindre des choses, un enseignant. Moi, je ne sais pas vous dire, parce que ce n'est pas moi la ministre de l'Éducation nationale, quel est le niveau des postes. Justement, la ministre de l'Éducation nationale a dit qu'elle voulait se battre pour maintenir ces 4000 postes. On a une démographie. Et c'est en fonction de ça qu'on doit juger du nombre de postes qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous avez de moins en moins d'élèves, c'est légitime à un moment que vous ne demandiez pas le même nombre de postes. Et à l'inverse, si vous avez de plus en plus d'élèves, évidemment, vous avez une évolution. Après, vous le savez, on a réussi à avoir un cas depuis 2017 où on a réduit le nombre d'élèves par classe. Tout le monde nous disait que c'était impossible. On a réussi à le faire d'abord en REP, REP+, CP, CE1. On l'a fait pour tout le monde, tous les territoires en maternelle pour arriver à avoir des plus petites classes et des apprentissages renforcés. Donc peut-être que c'est ça, les compromis qui peuvent exister. Dire même si voilà, on a moins d'élèves, on redéploie peut-être de manière différente pour baisser les effectifs par classe. Et ça, c'est à la ministre, évidemment, d'en parler. D'abord, là encore, aux organisations syndicales. Un mot sur un sujet sur lequel François Bayrou a été un peu flou, c'est la loi sur la fin de vie. Est-ce que vous dites, comme Yael Braun-Pivet, qu'il faut que ce texte soit inscrit à l'agenda de l'Assemblée le 3 février? Alors, le 3 février, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est, oui, s'il y a une attente qui, sans doute, est importante dans le pays, et puis pour un certain nombre de députés et de parlementaires. Et après, moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit en tant que présidente de groupe, et je le dis aujourd'hui en tant que membre du gouvernement, chacun sera libre, parce que c'est un sujet qui est trop personnel, qui est trop intime pour donner une quelconque consigne de vote. Et donc, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les parlementaires, chacun sera libre, évidemment, de décider et de voter ou d'arbitrer. Autre sujet, c'est la proportionnelle dont François Bayrou a reparlé hier. Ça ne plaît pas du tout aux Républicains qui lui demandent d'abandonner ce projet. Est-ce qu'il faut aller dans leur sens? Le Premier ministre, il a rappelé une conviction personnelle. Et d'ailleurs, il sait bien que même au sein de Renaissance ou d'Horizon, on n'est pas forcément totalement, nous, sur un soutien à la proportionnelle intégrale. Il le sait. Et on arrive à vivre ensemble sans s'insulter et sans se menacer. Après, voilà, mais il faut y renoncer ou pas, du coup, à la proportionnelle intégrale? Non, mais lui, il a rappelé sa conviction personnelle. Il n'a pas dit demain je présente un texte sur la question de la proportionnelle, sur la question du cumul des mandats. Il a dit voilà, on a des sujets dont on me demande qu'ils soient en permanence traités. Et c'est vrai qu'un certain nombre de partis et de groupes politiques réclament une réforme sur le mode de scrutin, d'autres réclament une réforme sur la question du cumul des mandats. Donc il dit voilà, est-ce qu'on n'a pas intérêt à un moment clairement poser la question au Parlement pour savoir s'il y a une majorité de députés et de sénateurs qui le souhaiteraient? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une majorité aujourd'hui dans l'État et de l'Assemblée et du Sénat sur ces deux sujets. Et puis la proportionnelle, il y a plein de méthodes différentes qui peuvent exister, intégrale, une dose de proportionnelle départementale, régionale, nationale. Donc voilà, je pense que là encore, l'état de l'art, il n'est pas totalement arbitré. On va parler des questions qui concernent votre ministère. Il y a déjà malheureusement 4 féminicides depuis le début de l'année. C'est évidemment un échec dramatique pour l'ensemble de la société. Est-ce qu'il faut de nouvelles mesures? Et est-ce que les mesures qui ont été annoncées par Michel Barnier au mois de novembre vont être appliquées? Ça sera quoi la suite de ce plan? Alors évidemment, moi l'idée c'est pas de se dire qu'on va arrêter tout ce qui avait été annoncé. Et puis d'ailleurs c'est un combat qu'on mène depuis 2017, mais un combat qui était mené avant. Il faut être très honnête et très sincère. Ça fait
depuis quasiment toujours que ce combat, il est mené, il est porté, quels qu'aient été les gouvernements, quels qu'aient été les présidents de la République. Et c'est important, d'ailleurs, qu'il y ait cette continuité-là. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait un vrai réveil sociétal. Moi, ce que je dis systématiquement, c'est que jamais l'État ne doit se défausser de ses responsabilités. Parce qu'on est les premiers responsables. On est en première ligne sur la question des moyens, sur la question de la formation, sur la question de la détection, sur la question du repérage, de l'accompagnement qu'on doit tout ça, c'est pas encore aux victimes. Il y a énormément de choses qui ont progressé. Sur la question du dépôt de plainte, sur la question de la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, sur la question de l'accompagnement qu'on doit aux victimes. Et c'est pour ça que là, typiquement, j'étais à Creil sur l'inauguration d'une maison des femmes. On a garanti qu'il y aurait au moins une maison des femmes par département. Concrètement, ça veut dire un accompagnement global. Quand vous êtes une femme qui subit des violences, et les violences, c'est pas que des coups, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être des violences psychologiques, ça peut être tout ça à la fois, eh bien, vous avez besoin de cet accompagnement global pour partir, c'est-à-dire un accompagnement juridique et judiciaire, un accompagnement psychologique, un accompagnement pour votre propre santé, l'accompagnement pour vos enfants aussi, parce que souvent les enfants se retrouvent au milieu, évidemment, de ces situations et sont co-victimes des violences que subissent leurs mères, même si eux-mêmes ne les subissent pas directement. Un accompagnement en termes de logement. On a sacralisé un certain nombre de places d'hébergement d'urgence, mais il y a sans doute matière à aller encore plus loin en lien avec les bailleurs sociaux pour se dire il y a de l'hébergement d'urgence, mais après il y a une trajectoire qui permet d'accompagner sur le long terme. Donc c'est tout ça qu'on met en place. Maison des femmes, typiquement, ça n'existait pas avant. Et maintenant c'est fait. Je le redis aussi peut-être à des femmes qui nous écoutent. Il y a ce qu'on appelle l'aide universelle d'urgence que nous avons créée, qui fait qu'une femme victime de violence, si elle porte plainte, en moins de 3 jours, elle obtient une aide qui lui permet d'avoir les premiers moyens pour peut-être partir, reprendre un billet de train, un billet d'avion. C'est des choses très concrètes, mais qui parfois sont des empêchements absolus de partir. C'est dû aux femmes. Donc voilà, on leur demande de porter plainte parce que ça permet aussi d'engager des procédures judiciaires importantes. Plus de 36 000 d'entre elles, malheureusement, en ont déjà bénéficié. Vous parlez de violences sexuelles. Le procès Pellicot a marqué un tournant. Vous avez souhaité que la notion de consentement rentre dans la définition du viol. Est-ce qu'un projet de loi est prévu et quand ? Alors, ce sera plutôt une proposition de loi, parce qu'il y a eu un gros travail parlementaire qui a été conduit notamment à l'Assemblée nationale avec Véronique Rioton, Marie-Charles Garin, donc transpartisan, ancienne majorité, Renaissance avec les écologistes et je pense avec une alliance beaucoup plus large qui existe. Je pense que ça permet 2 choses. Déjà, de définitivement très bien caractériser dans notre code pénal ce qu'est le consentement et donc sans doute mieux appréhender des décisions, enfin des situations qui ne l'étaient pas. Des magistrats se sont réexprimés sur ce sujet-là en disant parfois on n'a pas réussi à appréhender des situations parce que le code pénal, parce que le droit ne les définissait pas, ne les caractérisait pas. Et puis surtout, comment faire enfin entrer dans la tête de chacun ce qu'est la question du consentement et que le fait de ne pas dire non ne veut pas dire oui, ne vaut pas accord, ne vaut pas approbation. Et ça, il faut le faire dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, éducation à la vie affective. Je sais les débats, mais je sais aussi la nécessité absolue de lutter contre le fléau des violences sexuelles et dès le plus jeune âge. Et pour ça, on a besoin aussi que nos enfants puissent être accompagnés. Cette proposition de loi pourrait être discutée quand ? Je l'espère le plus rapidement possible. Elles remettent leur rapport la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Aurore Berger.